Oh my God. If I tell anybody that I was out that night, they're going to say I did it. And when you realize how savagely she was murdered, it was terrible. You know. Le 30 octobre 1975, une jeune fille se rend chez ses voisins à l'occasion de la nuit des méfaits, une soirée très très connue aux États-Unis qui précède le fameux jour d'Halloween. Et cette jeune fille, elle rentrera jamais chez elle. Cette jeune fille, c'est Martha Moxley. Elle est née le 16 août 1960 et elle vit avec ses parents et son frère à Greenwich dans le Connecticut. Très stylé de dire Connecticut. Très populaire dans son lycée, elle est décrite par tous ses proches comme rayonnante, super sociable et toujours le sourire. Son grand frère de 17 ans, John, lui, il est connu pour être très très discret mais aussi très très protecteur avec sa famille. Sa mère Dorothy a 43 ans, elle est femme au foyer, elle consacre 100% de son temps au bien-être et à l'éducation de ses enfants. Leur père, David Moxley, lui, il a 45 ans. C'est un cadre très très expérimenté et très très respecté dans son domaine de la comptabilité. Il a même obtenu le poste de vice-président chez Touch Ross & Co, une société super réputée dans ce domaine. C'est même ce poste qui emmène la famille Moxley à vivre dans l'état de New York, à Greenwich. On se doute bien qu'avec un poste comme celui de David Moxley, on vit pas dans un petit appartement. David et sa famille ont emménagé dans une magnifique maison dans le quartier de Bellhaven. Un quartier aisé, connu pour être calme et surtout très très sécurisé. Pour vous situer dans l'espace-temps, 1975, c'est ça. À l'inauguration de la couleur sur TF1, eh bien... Now, win the fight. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go. Les Dents de la Mer, le film à voir avant d'aller vous baigner. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer le soir d'un 30 octobre? En France, pas grand-chose. Mais aux États-Unis, la période d'Halloween, c'est totalement différent. La soirée qui précède Halloween, elle est connue sous le nom de la nuit des méfaits ou la nuit du diable. En gros, le but de cette soirée, qui est plus destinée aux enfants ou adolescents, c'est de faire des conneries. Jeter des œufs ou de la farine sur les passants, prendre des rouleaux de papier toilette et les balancer dans les arbres. Rien de bien méchant, mais comme toutes les bêtises, il y a toujours une chance que ça dérape. Des embrouilles, de la violence, du règlement de compte, jusqu'au meurtre. Ça donne moins envie direct. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines épiceries locales refusaient de vendre de la farine et des œufs aux enfants pendant cette période. Les soirées comme ça, c'est pas trop le style de Martha. Elle est plus mature, plus responsable, mais c'est pas pour autant qu'elle aime pas passer du temps avec ses amis. Elle adore rigoler, elle adore danser jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est son truc. Et si les Moxley ont une bonne situation, une très belle maison, dans un beau quartier, techniquement, ça veut dire que le voisinage, c'est pas n'importe qui non plus. Les voisins chez qui Martha se rend, c'est les Skakel. Et les Skakel, vous allez vite comprendre que, pour le coup, c'est vraiment pas n'importe qui. Dans la maison Skakel, Rushton Skakel, le père éduque très très difficilement ses 7 enfants après le décès de sa femme, Anne Reynolds Skakel, décédée en 1973 suite d'un cancer. Même avec leur immense richesse venant du père de Rushton Skakel, George, fondateur d'une société de production de carbone, une des plus grosses des États-Unis, il peine énormément à offrir un cadre stable à ses 7 enfants. La richesse familiale assurait pourtant aux Skakel un train de vie très confortable, un statut social très élevé dans les cercles sociaux, mais le décès de Anne ne va clairement pas aider le quotidien de la famille. D'après leurs proches, les enfants Skakel grandissent dans une atmosphère marquée par l'alcool, les privilèges, le statut social, la richesse et un manque cruel de suivi parental. Martha Moxley côtoie relativement tous les enfants Skakel. Elle n'est pas compliquée, mais elle se lie un peu plus d'amitié avec Michael Skakel, 15 ans, qui a son âge, et son grand frère Tommy, qui a 17 ans. Ce soir-là, c'est Michael qu'elle rejoint dans sa cour chez lui, accompagné de 2 amis. Les 4 ados se sont installés dans la Lincoln Continental de la famille Skakel pour écouter de la musique. Tommy Skakel, le grand frère de Michael, les rejoint quelques minutes après et s'installe sur la banquette avant avec Michael et Martha. Voyant les heures passer, Dorothy, la mère de Martha, elle est inquiète. C'est pas dans les habitudes de sa fille de laisser sa mère sans nouvelles. Elle décide donc d'appeler une copine de Martha. Mais cette copine, elle n'a aucune information. Dorothy décide donc d'alerter la police. Le problème avec une soirée comme la nuit des méfaits, c'est que la police se presse pas pour une éventuelle disparition d'une adolescente de 15 ans. Elle pourrait très bien, comme tous les jeunes de son âge, être en train de se balader en ville, dormir chez une copine, être en train de danser à un bal. Il y a plein d'options différentes. La nuit passe sans aucune nouvelle de Martha. Le 31 octobre 1975, Dorothy Moxley décide d'aller frapper chez les Skakel. Michael ouvre et lui explique que Martha n'est pas là et qu'il n'a aucune information. Michael n'avait pas l'air dans son état normal, comme s'il avait la gueule de bois. Tous les proches de Martha aux alentours ont commencé à la chercher partout jusqu'en fin de matinée. Martha Moxley a été retrouvée. Sheila Maguire, une amie de Martha, elle aussi âgée de 15 ans, l'a retrouvée. Dorothy rejoint Sheila. Elle s'effondre. Dévastée, elle défend tout le monde d'approcher. Martha Moxley est allongée dans son jardin, sous un arbre,
battus à mort. Le premier enquêteur arrivé sur les lieux, c'est Steve Carroll. Et même des années plus tard, Steve est encore choqué de la scène. Il n'arrivait même pas à distinguer la couleur des cheveux de Martha, tellement ils étaient pleins de sang. Tous les coups sont portés à la tête. Et vu les dégâts, c'était d'une extrême violence. Autour de l'arbre où est allongée Martha, il n'y a que de l'herbe. Mais de l'herbe qui a bien poussé. Ce qui saute directement aux yeux de l'enquêteur, c'est un chemin d'herbe écrasé qui va de l'arbre où est allongée Martha jusqu'à l'allée des Moxley, où on peut y retrouver une mare de sang. Sûrement là où Martha a été abattue. Il aperçoit aussi dans le jardin des trucs qui brillent. Il retrouve par terre la tête d'un club de golf de taille 4 cassé. Le reste du manche, il est cassé en plusieurs morceaux, dissimulé un peu par-ci par-là. L'inspection commence dans les entourages à Belhaven et quelques heures plus tard, un jeu de club de golf de la même marque que celui retrouvé dans le jardin des Moxley est retrouvé. Et devinez quoi? Il manque un club de taille 4. Ce jeu de golf a été retrouvé dans la propriété des Skakel. Belhaven est dévasté. Comment on peut faire ça à une jeune fille comme Martha? Une fille solaire, heureuse et toujours là pour les autres. En fait, c'est pas seulement Belhaven, c'est Greenwich qui est anéanti. Et bientôt, ça sera toute l'Amérique. Le 4 novembre 1975, plus de 500 personnes sont rassemblées pour les funérailles de Martha. L'enquête continue et les enquêteurs ont mis la main sur quelque chose qui pourrait bien faire avancer l'enquête. Le journal de Martha Moxley. Ils sont interpellés par une certaine relation entre Tommy Skakel et Martha. Tommy était très intéressé par Martha, mais son comportement et ses avances, ils n'étaient pas toujours très bien reçus. Petit exemple, le 12 septembre 1975, Martha, Tommy et Michael décident d'aller manger une glace. Ils sont un petit peu serrés dans la voiture. Martha est à côté de Tommy. Tommy en profite pour glisser sa main sur son genou. Le 4 octobre, Tommy a un comportement de mec chiant. Il est chiant. Pendant cette soirée, il n'arrêtait pas d'entourer Martha avec ses bras, se coller à elle, faire des mouvements bizarres, alors que son frère Michael est adorable et irréprochable. Non, Michael Skakel aurait des problèmes d'alcool depuis l'âge de ses 13 ans. Ah, mon Dieu. D'après le journal de Martha, Michael, ça devenait un gros con. Il arrêtait pas d'inventer des trucs. Il arrêtait pas de dire comme quoi Martha mentait sur certains sujets à Tommy. Il jugeait les gens très facilement. Il affirmait des choses sur eux, alors qu'il les connaissait même pas. Ce comportement peut venir de l'alcool, mais aussi de leur rivalité. Tommy et Michael sont en compétition constamment sur tous les sujets. Martha a même écrit dans son journal qu'il fallait qu'elle pense à arrêter de trop traîner avec eux. L'enquête avance bien. On aurait maintenant l'estimation d'une heure à laquelle Martha aurait été assassinée. Plusieurs voisins auraient remarqué que leur chien aurait bougé ou même aboyé entre 21h30 et 22h. Ce qui pourrait correspondre au créneau horaire donné par le suspect principal, Tommy Skakel. Mais que s'est-il passé dans cette voiture le soir du 30 octobre 1975? D'après l'enquête, Martha, Tommy et Michael sont sur la banquette avant et leurs deux amis sur la banquette arrière. Ils écoutent de la musique, rien de méchant. À 21h30, leur grand frère Rush Skakel Jr. récupère la voiture pour ramener leur cousin chez eux et regarder le cirque volant de Monty Python. Michael dit les avoir suivis. Dans la cour, il ne reste plus que Martha Moxley, Tommy Skakel et ses deux amis. Ces deux amis décident de rentrer chez eux et Tommy aussi décide de rentrer chez lui parce qu'il a un devoir à rendre sur Abraham Lincoln. Ce qui laisse Martha Moxley seule et elle n'a plus qu'à rentrer chez elle. Mais les enquêteurs, ils ont du nez et ils sentent pas trop Tommy. Ils vont à son lycée, trouvent son prof d'histoire et lui demandent le devoir de Tommy sur Abraham Lincoln. Un devoir sur Abraham Lincoln? J'ai jamais demandé un travail sur Abraham Lincoln. Tommy Skakel a menti à la police, ce qui le fait passer de suspect numéro 1 à suspect numéro 1. C'est toujours le suspect numéro 1. Il a menti, mais est-ce que ça fait de lui un meurtrier? Pour le moment, non, parce qu'un témoin va pouvoir clamer son innocence avec un alibi. Cette personne, c'est Kent Littleton. Il vient d'emménager dans la maison, c'est le nouveau tuteur des enfants Skakel. Il explique que Tommy aurait regardé la télé avec lui aux alentours de 22h. Rien ne semblait suspect, Tommy ne montrait pas de signes de choc, de violence, n'avait pas de traces de sang sur lui. Tout était normal. D'après les enquêteurs, au vu de la violence du meurtre, Tommy aurait pu se comporter de toutes les manières, sauf rester calme devant la télé avec son tuteur. Quelques mois plus tard, avec les conseils de l'avocat de Tommy, Rushton Skakel, leur père, arrête complètement de coopérer avec la police. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué de mettre son nez dans les histoires de cette famille. Les Skakel sont liés par alliance à la famille de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis d'Amérique. Robert Francis Kennedy, le frère de John, est marié à la sœur de Rushton Skakel, Ethel Skakel, qui est d'ailleurs décédée ce 10 octobre 2024. Vous comprenez maintenant pourquoi les Skakel, c'est pas n'importe qui. Enquêter sur cette famille, c'est une petite galère. Ils ont un statut social très élevé, c'est une famille très riche, très influente, et ce lien avec une des familles politiques les plus puissantes des États-Unis. Ce privilège familial aurait dissuadé des autorités locales de pousser les recherches, faire des interrogatoires plus poussés, examiner certains suspects plus en détail,
faire des recherches plus approfondies. C'est pourquoi au moment où Ruston Skakel arrête de collaborer avec la police, l'affaire va se mettre complètement à stagner. Au même moment où il arrête de collaborer avec la police, il renvoie Kent Littleton. Il aurait mal tourné. Alcool, drogue, vol, délit. Du coup, les enquêteurs sautent sur l'occasion pour attraper Kent. Pour eux, il aurait probablement vrillé suite au crime qu'il avait commis. Le problème avec ce suspect, c'est qu'il a aucun motif. Kent Littleton ne connaît absolument pas Martha Moxley. Il l'a jamais vue de près ou de loin, et la façon dont a été tuée Martha montre qu'il y avait quand même un minimum de relationnel derrière tout ça. Et maintenant, plus aucune piste. En 1991, il y a un procès. Mais un procès contre qui? Tommy, Rustle, Kent Littleton. Quel suspect? Ah, aucun. Tout simplement parce que ce procès n'a rien à voir avec l'affaire Moxley. Le procès concerne un certain William Kennedy Smith, accusé de viol, mais finalement acquitté. Mais c'est quoi le rapport? Eh ben, il y a une déclaration comme quoi William Kennedy Smith était présent chez la famille Skakel le soir du 30 octobre 1975. C'est faux. Bah, je vous voyais, vous commencez à kiffer, là c'était un peu croustillant et tout. Ah, non, c'est une rumeur. Mais la rumeur fait du bruit. Les médias sautent sur l'information et incitent à réouvrir l'enquête. Cette fois, le père Skakel, il en a marre. Ruston, il est au bout, il veut laver son nom de toute cette affaire. Il engage ses propres enquêteurs. Mais c'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour la famille Skakel. Le rapport des enquêteurs privés de Ruston présente des versions différentes de l'enquête de police. Michael Skakel avait dit à la police qu'après avoir regardé le cirque volant chez son cousin, il était rentré vers 23h30 et serait parti directement se coucher. Alors que quelques années plus tard, face aux enquêteurs de son père, Michael craque. I remember thinking, oh my God, if I tell anybody that I was out that night, they're going to say I did it. On se doute bien que les enquêteurs ne vont rien révéler à ce sujet qui va totalement à l'encontre de la famille par laquelle ils sont payés. Ah, c'était pas prévu ça. En 95, le rapport fuite. Bon bah là, Michael, il est finito. L'alibi qu'il avait donné à la police en 1975 est totalement faux. Mais pas si vite. Ça doit être un truc de famille de mentir. Tommy Skakel a également une version différente. Il avoue aux enquêteurs qu'il n'est pas vraiment rentré vers 21h30, mais qu'après être sorti de la voiture là où ils écoutaient de la musique, il serait resté avec Martha à s'embrasser et à échanger des contacts physiques. C'est même pour ça que leurs deux amis sont rentrés chez eux. Ils trouvaient ça tellement bizarre d'être présents pendant que Martha et Tommy étaient en train de flirter et s'embrasser qu'ils ont préféré partir. Tommy est bien le dernier à avoir vu Martha Moxley ce soir-là. Ce rapport qui a fuité a des conséquences très graves pour la famille Skakel. Bon, pour Tommy, par peur d'être accusé de meurtre, il a menti à la police. Mais les horaires qu'il fournit correspondent et ont un sens. À 21h30, il flirte avec Martha Moxley pendant 20 minutes, jusqu'à 21h50, et à 22h, il se retrouve sur le canapé, devant la télé, avec Kent Littleton. Mais Michael, du coup, dans cette version, il est où là? Pulled my pants down. I masturbated for 30 seconds in the tree. And I remember thinking, oh my God, I hope God nobody saw me. Then I woke up to Mrs. Moxley saying, Michael, have you seen Martha? I was like, oh my God, did they see me last night? Ce soir-là, il est ivre. Il sort dehors, grimpe dans un arbre qui donne sur la fenêtre de Martha Moxley et se masturbe. Le lendemain, quand il a vu la mère de Martha arriver à sa porte, il pensait qu'elle l'avait vu dans l'arbre. Ça fait de lui un détraqué, un menteur, mais toujours pas un meurtrier. Ces aveux-là, il les fait en 1997, pendant qu'il écrit son mémoire. En plus, un témoin nommé Gregory Coleman raconte que Michael lui aurait fait ses aveux fin des années 70, pendant son passage à Elan One, une école de redressement où il avait été envoyé par son père. Il aurait avoué le crime à Gregory Coleman et dit « Je vais me sortir de ce meurtre, je suis un Kennedy ». He had made advances towards her and she rejected his advances and quote unquote that he drove her skull in with a golf club. Après avoir entendu Coleman et un tas d'étudiants, le procureur d'État convoque un jury. Après 18 mois, plus de 40 témoins, le jury inculpe Michael Skakel pour le meurtre de Martha Moxley, 24 ans après le meurtre. Michael est représenté par un avocat très connu de la région, charismatique et très loin d'être un amateur en matière de télévision, Mikey Sherman. Le seul motif potentiel serait la jalousie et la colère envers la relation de Tommy et Martha. Dans son mémoire, Michael écrit « Je voulais qu'elle soit ma petite amie ». Le témoignage de Gregory Coleman rend totalement fou son petit frère, Stephen Skakel. Coleman était constamment sous emprise d'héroïne et de méthadone. Il consommait une vingtaine de sachets par jour, ce qui remet totalement en cause sa parole, mais l'État cite 9 autres témoins à qui Michael aurait fait des sous-entendus du meurtre de Martha, sans compter son mémoire rempli d'aveux et ses enregistrements, dont une petite partie a été éditée et passée au jugement. En 2002, Michael Skakel est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Quelques mois plus tard, Robert Kennedy Jr. accuse le procureur d'avoir passé un passage édité du mémoire de Michael lors du jugement, ce qui aurait condamné son cousin. 8 mois après l'arrestation, Kennedy reçoit un enregistrement d'un ancien camarade de Michael Skakel. Loved her beautiful blonde hair. I mean, he was completely intrigued with this woman. Or, I'm sorry, with this girl.
Intrigued or obsessed? I'd say obsessed. And he got jealous of other guys coming up to her and talking to her. I'm not going out of here unsatisfied. Who said that? Burr and Adolph. Clubs. We used to hit balls behind the house. Okay. And we used to also hit balls at cars. Whose clubs were these? We're Skakel's clubs. Skakel's clubs, okay. Where would you get them from? Just pick them off the back porch. Okay. And I didn't feel comfortable with being that out of control. Who are you going to go to? You're saying out of control. How bad do you think these guys were by the time you left them? Capable of what? Anything. Okay. Tony Bryant prétend connaître l'identité des meurtriers de Martha Mosley. Les avocats arrivent à mettre la main sur Bryant. Il aurait une implication dans le crime. Le soir du meurtre, il serait venu à Greenwich avec deux amis, Adolph Hasbrook, appelé Adair, et Burton Tisley. Adair est totalement obsédé par Martha. Il l'aurait rencontrée à une foire et serait devenu totalement jaloux de tous les hommes qui l'approchaient. Il aurait dit « Je vois pas pourquoi elle passe du temps avec eux alors qu'elle pourrait être avec moi ». Tony Bryant avoue que la nuit du meurtre, ils auraient récupéré un club de golf dans l'arrière-cour des Skakel. Adair et Tinsley se vantaient de vouloir blesser quelqu'un. Tony affirme qu'il ne veut pas participer à ça, il quitte donc Bellhaven. Quelques jours après, Tony Bryant les recroise et ils lui disent « On l'a fait ». On est maintenant en 2005, les avocats déposent un appel demandant un procès. Mais petit problème, Tony Bryant, il veut absolument pas témoigner sous serment, pas sans immunité. Bizarre le poteau déjà. Robert Kennedy Jr. dit que c'est totalement normal. Bryant avoue avoir déposé les criminels à Greenwich le soir du meurtre. Il pourrait totalement se retrouver inculpé pour le crime. Au procès, Kennedy passe quand même l'enregistrement de Tony, mais la preuve n'est pas retenue par le juge. En 2006, Robert Kennedy affirme quand même la version de Tony Bryant dans son propre livre. Il utilise le journal de Martha pour preuve, comme quoi elle aurait bien rencontré ces trois hommes. Mais c'est totalement faux. Elle parle beaucoup de ses proches, de ses longues danses dans les bals avec ses amis, mais aucunement d'une rencontre avec ces trois individus. L'avocat de Adolph Hasbrook, Adair, qualifie les allégations de Tony comme fausses et très très graves. À cette époque, c'est malheureusement très facile d'accuser un homme de couleur. Qu'on prenne quelqu'un de vulnérable dans cette société, et accusons-le. En plus, Adair et Tinsley ne nient pas du tout avoir déjà été à Bellhaven. Mais pas ce soir-là. Personne n'a jamais croisé Adair. Un grand gars de couleur dans une communauté très très blanche, à cette époque, ça passe pas inaperçu. Les amis de Martha affirment totalement les propos de l'avocat de Adair. Ils essaient juste de trouver un responsable, un bouc émissaire. Et en plus, pourquoi croire Tony Bryant? Il a un casier judiciaire, des condamnations pour vol à main armée, il a peur de témoigner. Niveau fiabilité d'infos, c'est un peu un faux chat quoi. On dirait une page d'actu Facebook. On arrive en 2013 avec un nouvel avocat, Hubert Santos. Et Monsieur Santos, il élabore une nouvelle stratégie. Prouver que Michael n'est pas un assassin? Non, trop long, trop compliqué. Déjà vu, il s'attaque directement à l'avocat qui a défendu Michael lors de son procès en 2002, Mikey Sherman, le spécialiste média. Monsieur Sherman avait l'air beaucoup plus motivé à parler aux journalistes et à se montrer à la télé que à disculper son propre client. Il n'a même pas remis en doute la parole de Tommy Skakel qui a menti des tas de fois dans le rapport de police. Il a même pas mentionné le tempérament très violent de Tommy alors que quelques jours avant le meurtre, il a étranglé un de ses camarades de classe devant son professeur. Et c'est surtout le dernier à avoir vu vivante Martha Mosley. Mikey Sherman dit que de toute manière, Tommy Skakel aurait invoqué le 5e amendement, quoi qu'il fasse. Le droit de garder le silence, la protection contre la double incrimination. Alors, le plus surprenant, c'est que Mikey Sherman aurait même pas trouvé un témoin qui pourrait soutenir la libye de Michael. Alors que Hubert Santos, lui, a trouvé un témoin. Dennis Sorio. Il était le soir du 30 octobre 1975 avec Michael et les autres devant le cercle volant de Monty Python. Was there anybody else at the home? The boys were there. Was Michael Skakel one of them? Michael was with them. En 2013, il affirme que Michael était présent ce soir-là. Il n'a aucune raison de mentir. Aucun lien avec Michael. Même s'il n'y a aucun lien, je me dis quand même que disculper un membre d'une famille très riche, peut-être s'arranger par la suite, quoi. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas juge du Connecticut. 6 mois plus tard, la condamnation est annulée. Mais en 2016, la Cour suprême du Connecticut remet un petit coup de pression. Skakel dépose une nouvelle demande de réexamen en 2018 avec un nouveau juge sur le banc. Skakel a le droit à un nouveau procès, mais le procès n'aura jamais lieu. Le 30 octobre 2020, il y a à peine 4 ans, 45 ans après le meurtre de Martha Mosley, l'État du Connecticut annonce qu'il ne rejugera pas Michael Skakel. Pour la famille et les proches de Martha, la longueur de cette enquête, la médiatisation tout au long de ces nombreuses années ne les ont clairement pas aidés à faire leur deuil et à diminuer cette souffrance. C'était l'affaire Martha Mosley. Michael still is a convicted criminal, and the whole thing didn't have to be this way. But I think it's a lesson to parents. If your child does something wrong, face up to it. This could have been all over in
nothing happened right away. It was just terrible. Anyway, and I'm blabbering on now. Anyway, I'm disappointed, but this is life, so thank you.